Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je n'ai toujours pas fini de débarrasser ma grange pour faire mon atelier. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite chronique outil. Ça faisait bien longtemps, c'était sur les visseuses. Je vous mets d'ailleurs un petit lien là dans l'angle de l'écran. C'était sur les visseuses et c'est la seule chronique outil que j'ai fait jusqu'à présent. Donc aujourd'hui je vous en refais une. Et cette fois-ci, la Dego Rabo Lurem C260 Junior. Alors c'est parti pour les explications. Sapristi, Saprista, c'est la chronique outil que je vois là. Alors que j'espère que niveau luminosité vous voyez assez bien parce que ici j'ai pas la place pour mettre non seulement mon outillage, moi l'appareil photo et un trépied pour la lumière. Donc voilà, on fait avec ce que j'ai. J'ai ici deux néons au plafond, j'espère que ça ira assez. Donc concernant cette machine, déjà pourquoi j'ai acheté cette machine? D'où je viens pour arriver à cette machine, qui n'est pas une machine énorme, mais qui est déjà pas mal. Alors, je viens de où? Je viens du néant, c'est-à-dire pas de connaissances, pas d'outils d'outillage pour le bois, mais aucune connaissance en menuiserie. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu la chaîne Copain des Copeaux, et c'est lui qui m'a donné le goût de la menuiserie. Donc j'ai commencé à bricoler un petit peu les bouts de bois, machin, en faisant un peu de la merde, mais c'est pas grave, c'était du bricolage, hein, c'était les premières approches. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il me fallait une Dego Rabo. Alors je suis parti en GSB, l'enseigne verte, là, avec un triangle. Je suis parti en GSB, j'ai acheté une Shepard, il me semble qu'on dit Shepard. Donc la petite Shepard HMS 1100, 1200, j'en sais rien. Enfin bref, elle avait une largeur de 260 ici au niveau du rabotage, un petit peu du dégauchissage, au rabotage un chouïa moins, et elle avait une puissance de 1500 watts. Cette machine, sur 6 mois de temps, elle a été 5 mois en SAV et j'en ai eu 3 différentes. Ce qui fait qu'à la fin, ils m'ont remboursé la machine. Alors peut-être que je suis tombé sur un mauvais lot. Je sais que certains d'entre vous ont ce genre de petites machines et ça fonctionne correctement pour ce qu'on lui demande. Alors après, c'est peut-être moi aussi qui avais vraiment une profonde méconnaissance de l'outillage et qui m'en suis pas bien servi. J'ai peut-être fait des passes trop épaisses, j'en suis même quasiment sûr. J'ai eu un moteur qui a flambé, voilà, enfin pas mal de merde. Alors le moteur dessus, c'est un moteur à charbon qui fait 1500 watts comme celui-ci. Donc voilà, pour une largeur de 260, 1500 watts ça reste correct, mais c'est des moteurs qui sont pas très coupleux. C'est des petits moteurs très bruyants, pas très coupleux et assez bas de gamme finalement. Ça aurait pu me convenir, mais bon voilà, on m'a remboursé. Et du coup avec cet argent là, donc c'était environ 300 €. Je me suis dit, j'ai cherché en occasion, je connaissais de nom la marque Kitty, et en cherchant sur le bon coin, je suis tombé, en cherchant de la Kitty, dans mes prix, je suis tombé sur celle-ci pour 350 € il me semble. Donc celle-ci était livrée comme... Enfin, ça il n'y avait pas, hein, elle était livrée sur une grosse table structure acier avec un plateau qui devait faire 40 mm d'épaisseur. Il y avait la machine, il y avait, allez là je vais vous la montrer après, il y avait une mortaiseuse, j'avais le moteur qui était
sur la même table à côté, et puis un interrupteur qui n'était pas du tout sécuritaire, qui faisait quelques étincelles, mais c'était pas les normes actuelles, c'était les normes de 1980. Celle-ci, elle est, alors c'est marqué derrière, et bien celle-ci, elle est tout juste de 1980. Voilà, alors l'UREM, c'est un... Voilà, cette gamme-là, du moins, c'est un peu comme Kitty. C'est pas du matériel amateur ni du pro, c'est un entre-deux. Amateur confirmé ou professionnel qui débute. Voilà. Donc, c'était sa destinée à l'époque, hein, d'être dans les bons ateliers d'amateurs. Et donc, pour revenir à cette machine, ses caractéristiques, je suis toujours sur du 260 de large. J'ai un rouleau porte-fer de 70 mm qui comporte 2 fers. J'ai ici donc la rabot en dessous. J'ai une hauteur de rabotage de 150 mm. Il y a un moteur asynchrone. Alors, je tourne. Donc ici, un gros moteur, il y a des beaucoup plus gros, hein, mais c'est un gros moteur par rapport au moteur à charbon qu'on pouvait trouver sur le genre de petite Dego Rabo Shepard. La Shepard, c'était le même genre de moteur qu'on trouve sur les scies anglais. Je ne sais pas si vous l'avez dans le champ de vision, là il y a ma scie anglais Bosch, c'est un moteur à charbon, c'est un moteur de ce genre-là. Donc là on est vraiment sur un gros moteur qui à la base est un triphasé, et qui, par l'ajout d'un condensateur et d'un branchement particulier, est revenu sur un 220 monophasé. Toujours possibilité de le repasser en triphasé. L'avantage du triphasé, c'est que vous avez beaucoup plus de couple, beaucoup plus de puissance, et en gros le moteur ne va pas s'arrêter, quoi. Un triphasé, quand ça tourne, ça tourne. Mais déjà là, en 220, comme il est là, honnêtement, c'est pour une petite machine comme ça, c'est déjà bien suffisant. Donc ici, tout ce que vous voyez là, le meuble, tout ça, là, c'est moi qui l'a fabriqué, parce que comme je vous dis, c'était avant sur une seule table, mais ça prenait une place énorme. Donc j'ai voulu mettre le moteur sous la machine. Pour mettre le moteur sous la machine, j'ai dû inverser le sens de rotation du moteur. Donc pour ça, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai fait, parce qu'on me l'a conseillé. J'ai repéré tout le câblage comme il était à l'origine. J'étais sur le site internet, alors je vous mets, si je retrouve le site, je vous mets le site en description. Ça s'appelle La Bobine, je crois. C'est un gars qui est passionné d'électricité, qui explique le branchement de plein de types de moteurs, même les moteurs de machine à laver, tout ça, enfin bref, tout type de moteur. Et donc je lui ai demandé, j'ai fait un schéma, je lui ai envoyé le schéma, et il m'a renvoyé un schéma du branchement inversé pour rebrancher et que ça tourne dans l'autre sens. Donc maintenant voilà, mon moteur tourne dans le sens inverse et il est sous la machine. J'ai dû changer la courroie bien sûr parce que j'ai plus la même courroie que ce que c'était à l'origine. Et je me suis fabriqué ici un tendeur. Un tendeur avec un galet que j'ai fabriqué en bois. Alors ça à l'époque je l'avais pas filmé, je peux pas vous montrer. Mais voilà, il y a un ressort pour tendre bien, enfin voilà, il y a un tendeur et c'est plutôt pas mal. Étant le galet ici, j'ai mis des rouleaux haute vitesse étanches à la poussière, parce que mes premiers roulements, c'est des roulements de roues de roller, et ça tourne beaucoup trop vite pour des roulements de roller. Je les ai flingués, ils faisaient un bruit comme c'était pas permis. Ils étaient complètement carbonisés d'ailleurs, ils avaient carrément cramé. Donc là c'est des roulements spéciaux pour les rotations très rapides et en plus étanches à la poussière. Ici vous avez là-dedans donc un système d'engrenage avec ici une poignée. Cette poignée sert à engager ou à désengager la roue qui entraîne l'arbre d'entraînement et l'arbre de sortie de la raboteuse. Hein, quand vous mettez votre bois ici dans la raboteuse, vous avez d'abord un premier
roulement cannelé qui entraîne le bois, qui va l'amener sous le rouleau porte-fer. Et une fois qu'il est sorti du rouleau porte-fer, il y a un deuxième rouleau qui lui est lisse, qui sert à bien plaquer le bois contre la table de raboteuse. Faut pas, pour éviter que la planche remonte. Donc voilà, ça passe dans un rouleau d'entrée qui l'entraîne et dans un rouleau de sortie qui permet d'aller jusqu'à la sortie de la planche. Donc tout ça, ça s'entraîne avec un engrenage ici à l'intérieur et qui s'actionne par ici. Dans mon cas, c'est le cas de beaucoup de machines quand même, hein. Ici donc par une poignée. Il y a une petite courroie à l'intérieur. Par contre, l'inconvénient de cette machine, c'est que la courroie a tendance quand même des fois à pas se mettre dans la poulie, hein. Quand j'engage, la courroie n'est pas mise dans la poulie et du coup ça tourne pour rien. Il faut arrêter la machine, il faut aller trifouiller, remettre la courroie et puis renclencher. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Alors je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. C'est concernant les rouleaux. Donc là vous voyez c'est le rouleau de sortie qui est lisse, hein, je vous en ai parlé. Le rouleau d'entrée on le voit pas, il est sous un carter. Donc c'est le rouleau cannelé, il est ici sous le carter. Et ces deux rouleaux doivent exercer une pression sur le bois qui rentre par là et qui ressort par ici. Il doit exercer une pression parce que si le rouleau d'entrée, par exemple, s'il n'exerce pas bien sa pression, soit il n'entraîne pas du tout le bois, donc il tourne, mais à la surface du bois, il n'arrive pas à l'entraîner. Et si jamais il arrive à l'entraîner, mais que la pression est mal réglée, arrivé sous l'arbre porte-fer, il peut se lever. Il se lève sous l'arbre porte-fer qui tourne et les 5 premiers centimètres de la planche sont bouffés jusqu'à temps que la planche arrive au niveau de l'arbre de sortie qui, lui, replaque la planche et dégage la planche du rouleau porte-fer. Donc les 5 premiers centimètres vont se faire bouffer. Et la planche va continuer à avancer. On arrive en fin de rabotage. La planche sort du rouleau entraîneur. Et là, elle peut remonter du cul. Si le porte-fer de sortie n'est pas bien réglé non plus. Et là, vous avez le même effet, les 5 derniers centimètres qui se font bouffer. Donc c'est ce qu'on appelle des talons, hein. Votre planche elle est droite et hop, vous avez un talon bouffé sur les 5 premiers ou derniers centimètres. Donc c'est pour ça qu'il vous faut vraiment des rouleaux bien réglés. Pour ça, vous avez des presseurs dans les machines. À chaque extrémité des rouleaux, vous avez des presseurs, c'est en gros un ressort qui appuie sur les rouleaux. Et ce rouleau, ce ressort, il est sur quasiment toutes les machines réglables. Vous avez des vis et vous réglez la pression pour que ça soit tout juste au niveau de l'entrée, le rouleau d'entrée et le rouleau de sortie. Voilà, pour que la pression soit bien faite. Ici, sur cette machine, alors coup de bol ou pas, je sais pas, j'ai mal au bras. Hop. Je me mets comme ça. Alors, coup de bol ou pas, je ne sais pas. Ici, je n'ai pas... j'ai donc bien ces ressorts, ces réglages. Hein, ils sont ici à l'intérieur du carter. Mais il n'y a aucun réglage. C'est, on va dire, entre guillemets, automatique. Alors, coup de bol, parce que ça me fait une manipulation en moins. C'est un peu casse-couille à régler. Donc, voilà, j'ai ça en moins. Mais... est-ce que c'est vraiment bien? Or perso, moi, au niveau du réglage, j'ai pas de talon d'entrée ni talon de sortie. Mon réglage, il est parfait. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc moi, perso, honnêtement, voilà, c'est une machine, c'est automatique. 1980, mais ils font déjà des trucs automatiques, c'est cool. Et pour moi, donc, c'est super bien réglé. Donc voilà, je peux pas vous renseigner plus sur ces réglages-là, du fait que moi je les ai pas. Vous avez d'autres youtubeurs qui font des vidéos aussi sur les Dégorabo et comment dire, ils ont ce réglage-là et ils en parlent. Donc je vous invite à aller voir la chaîne d'autres youtubeurs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse concernant donc le réglage de pression pour ces rouleaux. Allez, on continue la suite de la vidéo. Donc, hop,
je retourne. Alors moi je l'ai mis sur un petit meuble en OSB avec des roues. Du fait que l'atelier est pas grand, ça me permet de bouger la machine. Et puis facilement, c'est quand même des grosses roues, ça permet de bouger très facilement la machine dans l'atelier. Voilà. Ici donc j'ai mon guide à 90 qui est inclinable à 45. Sur cette machine, si vous arrivez à avoir le 90, vous mettez Necker, entrée et étape de sortie, vous avez le 90 degrés, vous serrez, vous n'y touchez plus, n'essayez pas de faire un 45 degrés, ça va être la merde pour régler le 45, et après ça va être la merde pour revenir sur le 90. Donc vous gardez votre 90, et si un jour vous voulez faire un 45 degrés, vous avez d'autres outils pour le faire, mais faites-le pas avec ce genre de machine. Alors moi je parle de cette vieille machine, si vous avez une Degorabo plus récente, avec un guide qui se règle plus facilement, allez-y. Mais moi je vous parle pour celle-ci, elle est vraiment galère à régler au niveau de l'éclairage du guide. Donc, bon bah, sinon un guide c'est un guide, hein. Vous avez ici, alors ça c'est en bois, la protection qui se met au-dessus de l'arbre à porte-fer et qui vous permet de vous protéger les doigts quand vous passez votre bout de bois. Alors, pour passer en mode dégauchissage, ici, donc votre protection, vous venez la mettre plus ou moins embutée contre ça. Alors, le guide à fond en arrière, la protection plus ou moins embutée, vous la verrouillez et vous la levez. Derrière, vous avez deux petites poignées et, alors vous levez peut-être pas à fond, et vous levez la table d'entrée, puis la table de sortie, et là, vous avez ici la protection de mandrin pour la mortaiseuse qui gêne. Alors vous soulevez bien comme ça et en baissant. Alors après, ici vous avez, alors dans cette configuration là, on est au niveau de en configuration dégauchissage, c'est-à-dire que là, vous avez la partie où on branche l'aspirateur. Cette partie-là se met là. Hop. Donc là, c'est pareil, j'ai dû bidouiller un petit peu pour que ça fonctionne bien, parce que c'est déjà arrivé que ça vienne taper dans les fers. Les fers m'ont déjà entamé le bout ici. Hein, le bout, on voit qu'il est entamé. Donc voilà, j'ai bidouillé un petit peu pour plus que ça vienne toucher les fers. Et donc cette partie-là, vous la mettez comme ça ici pour brancher l'aspirateur et vous rabaissez les tables. Hein, vous rabaissez à nouveau les tables et là vous êtes en mode dégauchissage. Si vous voulez passer en mode raboteuse, ça vous l'enlevez. Ça vous basculez derrière. Et là, il n'y a plus de système d'aspiration. Les copeaux se font éjecter en fait. Et là, vous transformez votre atelier en poulailler. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis fabriqué ça avec un PVC de 100. Mon tuyau d'aspirateur vient se mettre dedans. Donc c'est une petite boîte hein, faite en contreplaqué à l'arrache. Hein, ici, ça tient avec des vis. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse ça un jour, c'est dégueulasse. Enfin, bref, en tout cas, ça fonctionne. Et je viens l'emmancher tout simplement là-dedans. Et j'y branche l'aspirateur. Et ça fonctionne d'enfer, comme si c'était un système d'origine, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire, c'est quand vous avez ce genre de machine, les Kitty c'est pareil, et je pense que c'est le cas pour la plupart des anciennes machines de cette époque, même les très grosses machines hein, de plusieurs milliers de watts et des largeurs phénoménales, vraiment les très très grosses machines, c'est le même cas. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller voir la chaîne de Olivier Verdier, un menuisier auvergnat, menuisier professionnel avec un très très grand atelier. Il a une très grosse machine qui est datée et qui fonctionne très bien. Il l'a restaurée, c'est sa machine de tous les jours. Et vous verrez qu'il a fabriqué, alors lui pas en bois, mais je sais pas, un métal, je sais pas ce que c'est comme métal, un truc qui est en inox, il me semble.
Enfin bref, il a fabriqué l'équivalent de ça, parce que lui c'est pareil, c'est en éjection comme moi, et il y en avait partout dans son atelier. Donc il s'est fabriqué ça, il le met, on branche l'aspirateur, et ça fait vraiment bien son boulot en fait, comme si c'était un truc d'origine. Donc voilà. Et donc pour repasser en mode rabot, dégauchisseuse pardon, on rabaisse ça, on vient remettre ça, hop, et on rabaisse les tables. Alors ici c'est les petites poignées pour verrouiller, tac. Alors par contre je me suis gouré, c'est celle-là en premier. Et voilà. Alors en termes de sécurité sur cette machine, j'ai installé ici un boîtier avec départ, arrêt et un coup de poing, un arrêt d'urgence coup de poing. Donc j'ai installé ça parce qu'il n'y avait rien du tout, et ici on est sur une machine qui est l'une des plus dangereuses de l'atelier. Si votre doigt passe dans les fers, ça vous broie tout, hein. Vous n'avez plus de doigts, vous n'avez plus rien. C'est une des machines les plus dangereuses dans un atelier, donc il est important d'avoir un arrêt d'urgence. Et encore, même avec l'arrêt d'urgence, même si le moteur il est freiné, ça met quand même un certain temps avant de s'arrêter. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un arrêt d'urgence, on ne sait jamais. Avec ce genre de machine, ne mettez pas des pulls avec des cordons qui pendent. Votre cordon se prend là-dedans, ça vous tire en 2 secondes la tronche dans la table et vous faites raboter la tronche. Donc, pas de gourmette, rien, enfin, gourmette, mais vous mettez votre manche dessus, ou... Enfin, vous faites vraiment gaffe, quoi. Donc voilà, ici, donc, je vous dis, vient se mettre une petite mortaiseuse. Je vais pas vous l'installer parce que c'est une tannée à installer. Alors cette mortaiseuse, vous avez ici donc avec la manivelle, vous me réglez la hauteur du plateau, enfin de la table de la raboteuse, hein, avec cette manivelle là. Donc vous montez au plus haut votre table. Sous la table, il y a des filetages. Vous venez y visser ces... Vous venez y visser ces barres, il y en a 2. Donc, hop, vous les vissez comme ça par en dessous et elles dépassent par ces orifices. Voilà. Et vous les vissez par en dessous. Donc, vous vous retrouvez avec les 2 barres. Vous vous retrouvez avec les 2 barres qui dépassent comme ça. Et ici, sur donc les barres qui dépassent... Alors, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, elle est très poussiéreuse. Vous venez y fixer donc la mortaiseuse. Alors ça fait quand même un poids de voleur, donc pour l'installer, honnêtement c'est pas facile. Alors j'aurais pu la laisser monter, ce que je faisais au début que j'ai eu la machine, j'avais laissé monter. Pour accéder à la dégo rabot, ça gêne pas du tout. Mais depuis j'ai racheté cette scie là, voilà, mon atelier il s'est un petit peu rétréci, et du coup voilà, pour éviter de m'accrocher tout le temps, je l'ai retiré. Et deuxièmement, alors ça je suis pas sûr d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous le savent et peuvent me le dire en commentaire. C'était peut-être moi avec un mauvais réglage de machine, j'ai dû refaire tous les réglages depuis, mais j'ai l'impression que le poids de ça, ça venait jouer sur mon plateau, ma table à l'intérieur, et qu'au lieu d'être la table parallèle à mes couteaux, que la table, à cause du poids là, était tirée un petit peu et penchée un petit peu. Et du coup, j'ai l'impression que mes rabotages n'étaient pas d'équerre. Alors j'ai refait tous les réglages de la table depuis et j'ai jamais réessayé. Peut-être qu'en réessayant ça ne ferait plus le problème, j'en sais rien. Quand j'aurai mon autre atelier qui sera installé,
Je réessayerai et si vraiment ça fonctionne bien, comme j'aurai un grand atelier, j'aurai la place pour laisser la machine, enfin la mortaiseuse toujours en place devant la dégo rabot. Voilà, faudra essayer, mais je sais pas si c'était moi qui avais mal réglé la machine à ce moment-là, ou si c'était vraiment le cas que ça tirait un petit peu la table, j'en sais rien, mais voilà, j'avais pas un mauvais équerrage au niveau de mes rabotages. Sinon, que dire de cette petite raboteuse? Bon bah, voilà, elle fonctionne vraiment dans tous les sens. Heureusement, vous allez me dire, hein, on est un peu obligé. Hein. Donc elle fonctionne très très bien. Ici, donc c'est débuté. Ici, vous avez des butées pour régler le droite-gauche et en dessous, les butées pour régler le devant en arrière. Vous avez donc une petite presse ici. Et sur cette machine-là, et Kitty faisait un peu le même, vous avez des filetages là dans le plateau ici, sur la table, vous avez des filetages et ils servent à venir installer un système d'affûtage pour les fers de la dégo rabot. C'est-à-dire que ici dans le mandrin, alors j'ai jamais retrouvé le système, hein, je kifferais avoir ce système, je ne l'ai jamais trouvé. À mon avis, il est vachement rare, il doit être très dur à trouver. Vous venez fixer ici dans le mandrin une pierre d'affûtage. Le système ici pour tenir les fers de la rabot fixé ici. Vous réglez avec vos butées les avances et voilà, ça tourne dans tous les sens là. Et vous venez ici donc passer votre fer sur la petite pierre qui tournait ici dans le mandrin. Et vous réaffûtez à l'époque vous-même vos fers de dégo rabot. Alors ça c'est vraiment le pied. J'ai vraiment recherché ce système-là quand j'ai eu cette machine-là, je ne l'ai jamais trouvé. Donc je sais qu'il existe encore certaines machines Kitty qui sont vendues avec ce système-là. Alors c'est pas toujours sur la dégo rabot, Kitty c'est plutôt sur la table multifonction où il y a toutes les machines. Des fois c'est une petite machine en plus qui permet d'affûter vous-même vos fers de dégo rabot. Donc voilà, pour conclure, moi je vous invite vraiment, pour ceux qui ont déjà les machines, les petites dégo rabot Shepard et d'autres marques équivalentes, c'est toutes les mêmes merdes chinoises. Et honnêtement, si déjà vous êtes content avec ces machines-là, vous serez encore plus content avec une machine comme celle-ci, qui vaut finalement le même prix. Hein. Je vous dis, la Shepard en GSB, je l'avais payé 300 et celle-là j'en ai eu pour 350. Alors une Lurem, c'est plus compliqué à trouver. Vous avez les Kitty, il y en a mais à profusion sur le bon coin et sont pas chers non plus quoi. Donc je vous invite vraiment pour ceux qui ont les petites merdes chinoises à les changer pour prendre ce genre de matos, c'est vraiment le pied quoi. Et pour ceux qui en ont pas, je vous invite vraiment à en acheter une. C'est ce qui va vous faire passer de bricoleur du dimanche à bricoleur confirmé. Avec ça, vous fabriquez tout ce que vous voulez. Vous avez des bouts de bois qui ne vous conviennent pas en termes de dimension. Non seulement vous les remettez propres, d'équerre, et en plus vous les mettez à la dimension que vous voulez et vous fabriquez du coup ce que vous voulez. Donc achetez ce genre de machine de cette qualité là, hein, c'est de la super machine, c'est hyper costaud, c'est increvable, c'est vieux, c'est 1980 pour celle-ci. Donc elle est plus vieille que moi, parce que moi je suis de 85, donc elle est même plus vieille que moi. Mais c'est increvable, elle tourne, c'est super quoi. Donc voilà, vraiment je vous invite à acheter ce genre de petites machines. Enfin de petites, attention ça fait quand même déjà 70 kg. Hein. Pour la bouger on s'amuse quand même. Mais bon, une grosse machine c'est 300-400 kg, donc on va dire que c'est une petite quand même. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur cette machine-là, parce que j'en suis vraiment content, et j'espère que j'aurai encore pour un petit moment. Genre que je la changerai, ça sera vraiment pour prendre plus gros, mais quitte à rester en 260 cm, enfin 260 mm de large, je prendrai pas une autre machine que celle-ci. Elle me va très bien. Si je la change, c'est vraiment pour prendre plus large. Donc voilà. Bon bah sur ce, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera l'atelier, une chronique outil, un vlog, j'en sais rien. On verra très bien. En attendant, ben je vous dis à bientôt. Et puis bricolez bien.
Allez, bye.